Le moment du dernier acte est enfin arrivé. Le groupe mérite la vérité. Seront-ils esclaves pour l'éternité ? Ou existe-t-il un moyen de jeter un peu de lumière sur une vérité cachée sous un voile d'obscurité qui apaise les monstres qu'ils sont destinés à devenir ? Combien d'autres vivront ce cauchemar ? Nous l'ignorons, mais il y a un moyen d'y mettre fin. Il est temps de le découvrir. Je te parle des 2 derniers épisodes de The Amazing Digital Circus, une série qui n'a rien de circassien, seulement une histoire brute de perte et de possible rédemption. Tout commence par un point rouge absorbant d'autres couleurs, nous montrant des images réelles tout en créant quelque chose de nouveau. Ce point finit par former l'icône du cirque. À ce moment-là, la scène change et nous voyons Scratch en train de discuter avec Kane, sans comprendre où il se trouvait, ni ce qu'ils avaient créé. Kingar, tout proche, partageait ce sentiment. Tout changea quand une autre pièce d'échec s'approcha de lui. Quelques secondes plus tard, il comprit qu'il s'agissait de son épouse. Le plus douloureux était de ne pas pouvoir se souvenir de son nom, mais il regrettait profondément de l'avoir amenée avec lui. Quinn lui dit qu'au moins ils vont bien, et il lui promet que quoi qu'il arrive, il réussira à la sortir de là à tout prix. Cependant, dans la scène suivante, on voit le contraire. Quinn s'est absenté dans ses pensées, et Kane l'envoie à la cave sans aucune pitié. À cet instant, Kane remarqua qu'il commençait à manquer d'humains, et que le cirque semblait presque vide. Alors, avant de partir avec son ton moqueur habituel, il avertit Kingar de ne pas se perdre dans ses pensées lui aussi. Puis il disparut. Son attitude froide laissa Kingar seul et confus, dans une réalité incompréhensible, tandis que le vide du lieu devenait plus évident. Complètement seul dans cet immense endroit, Kingar errait partout jusqu'à ce qu'un après-midi Ragatha apparaisse de nulle part, sur la scène, ayant l'air aussi perdu que tout le monde. Elle essayait simplement de demander à ses amis de lui enlever le casque de réalité virtuelle, mais personne ne lui répondait. Seul Kingar pouvait vraiment l'entendre. Il a tenté de se présenter, mais Kane est soudain apparu, feignant la surprise en découvrant le nouvel humain. Il l'a accueilli avec enthousiasme et a promis de préparer quelque chose de spécial pour elle. Ragatha, effrayée, a tenté de demander de l'aide puis est tombée de la scène dans les bras de Kingar qui, calmement, lui a demandé son nom. Mais elle ne s'en souvenait pas. La scène change et tout le monde se retrouve dans le salon après ce qui s'est passé dans la salle des boutons, où Jax est convaincu d'avoir pris la bonne décision en appuyant sur l'interrupteur pour rester. Laura lui reproche d'avoir été stupide en décidant si vite sans consulter les autres. Mais comme toujours, cela ne lui fait rien. En fait, à cet instant, il est allongé en gardant cette même attitude indifférente qu'il a toujours eue. Pendant ce temps, la tension monte parmi le groupe piégé, qui observe la situation avec une angoisse croissante et une impuissance évidente face à l'attitude destructrice de leurs camarades face à leur destin. Gang demande de ne pas se disputer. L'essentiel est de rester unis. Pomni souligne que chacun fait des erreurs et qu'ils ne doivent pas se laisser tomber. Ils ignorent ce qui est arrivé à Kaufmo. Mais s'obséder n'est pas la solution. Ils rappellent ce que Ragatha a dit en arrivant. Se concentrer sur une tâche impossible mène à la folie. Un chemin direct vers le sous-sol. Peut-être vaudrait-il mieux vivre en attendant que tout s'abstrait. Mais Suble refuse cette vie sans espoir. Elle avoue qu'elle avait des rêves, qu'elle voulait apporter un changement positif dans le monde et qu'elle n'est pas prête à renoncer à quoi que ce soit. À ce moment, Gang souligne qu'elle a déjà eu un impact positif en l'aidant avec son problème de personnalité, et la remercie sincèrement. À ces mots, les yeux de Suble se remplissent de larmes et le groupe s'unit dans une étreinte. En voyant cela, Jax décide de se lever pour partir. Cependant, Suble lui fait comprendre qu'il est aussi concerné. Il ne participe pas à l'étreinte, mais retourne au canapé pour les accompagner dans ce moment difficile. Sa présence silencieuse, bien que distante, apporte un léger soulagement au groupe, qui trouve enfin un moment de calme sous le chapiteau, partageant le poids de leur angoisse, tout en essayant d'assimiler leur réalité. Lorsque Jax essaie de faire le malin, Suble lui fait à nouveau remarquer que c'est extrêmement désagréable, mais que tout le monde est ensemble et qu'ils doivent se soutenir. Cela pousse Jax à baisser sa garde. Pour la première fois, il ne sait quoi dire. Alors il s'assoit sur le canapé et leur demande de ne pas s'inquiéter, car tout ira bien. Pendant ce temps, Kane se demande à voix haute à Bob Ball pourquoi, alors qu'il leur donne tout, ils cherchent encore une issue ou des réponses à des questions futiles. Ils se donnent du mal à créer des aventures pour qu'ils profitent de leur vie au cirque, mais ils s'obstinent à vouloir partir. Lorsqu'il envisage la possibilité de rester seul, son attitude change radicalement. Il révèle des informations inconnues. Il existe un programme qui génère les corps des humains selon leur dossier et leur façon de penser. Mais même cela, qui lui a pris tant de temps à développer, il le déteste. Lorsque Bob fait remarquer que les humains préféreraient s'abstraire plutôt que de continuer à l'accompagner, Kane adopte une attitude plus sombre. Il accuse les humains d'être défectueux,
les comparant à un puzzle qui nécessite des réparations spécifiques pour fonctionner de la manière parfaite qu'il a toujours décidé. Sa frustration grandit alors qu'il envisage l'idée de les corriger par des méthodes qui changeront inévitablement le destin de tous dans ce cirque étrange. Bob continue de se moquer de lui, le traitant de raté, et disant que son abandon n'est pas surprenant, ce qui pousse Kane à entrer dans un état de rage aveugle et à subir un effondrement mental. En un instant, il commence à dysfonctionner, déversant sa haine contre les humains. Il les accuse d'être ingrats, méritant une punition plutôt que des aventures, et jure qu'il ne les laissera pas s'abstraire ni partir. Il est le meilleur, l'original et le plus puissant. Rien ne pourra l'arrêter et ils ne pourront jamais l'abandonner. Quelques secondes plus tard, Kane crie qu'il est Dieu, et une immense énergie émane de son corps, détruisant tout autour. Après un moment, il est transporté dans un lieu sombre et retrouve son apparence, bien qu'un regard inquiétant suggère qu'il prépare quelque chose de sinistre. Le fracas provoqué par Kane se fait sentir dans la salle. Un mur clignote et tout le cirque tremble violemment. Cependant, Kane apparaît devant eux peu après, plein d'énergie et arborant son sourire caractéristique. Il annonce de bonnes nouvelles. Sans attendre, Kane entame le récit de la prochaine aventure, mais le groupe refuse de jouer le jeu. Zooble intervient la première, l'avertissant qu'ils n'ont pas le cœur à ces distractions. Ils exigent des réponses claires et ont de nombreuses questions urgentes à lui poser, affrontant enfin le Créateur sous le regard tendu de leurs compagnons, qui semblent maintenant unis pour la première fois face au danger imminent. Quand Pomni refuse de participer, Kane la fait taire avec ses pouvoirs et poursuit l'explication de sa grande aventure. Devant l'immobilité du groupe, Kane répète ses pensées. Ils ignorent à quel point il est obsédé par le fait qu'il s'amuse et que tout soit parfait, et ne reconnaissent pas ses efforts. Il répète qu'il a créé une aventure fabuleuse et qu'il devrait y participer volontairement. Quand Zooble demande ce qui arriverait s'il refusait, Kane claque des doigts et plonge le cirque dans l'obscurité totale. 2 secondes plus tard, il joue du piano pour leur expliquer en chanson les conséquences de leur rébellion. Les paroles rappellent son autorité et son pouvoir absolu. Sans bouche, ils ne peuvent crier. Sans mains, ils ne peuvent se plaindre. Sans yeux, ils ne pourront rien voir s'ils persistent dans leur refus. De plus, il souligne que sa bonté est aussi immense que son imagination pour concevoir des punitions et des tortures qu'ils endureront pour l'éternité. S'il y avait pire que vivre dans une obscurité infinie, il aurait tout le temps pour l'imaginer face à cette menace brutale. Le groupe réalise avec horreur que leur sort ne leur appartient plus. Kane annonce qu'aucune clémence ne sera accordée. Ils pourront pleurer, se plaindre et se débattre, mais ils devront accepter qu'il est le seul maître. Le spectacle doit toujours continuer. À la fin de la chanson, Kane disparaît et un portail apparaît, les forçant à entrer. Quelques jours plus tard, ils reviennent de l'aventure. Kane se moque d'eux pour avoir ignoré les indices évidents qu'il avait laissés. N'ayant pas envie de l'écouter, ils continuent à marcher en silence. Ensuite, Kane emmène Kinger, car il a une affaire urgente à régler. En quelques secondes, le groupe débat du temps qu'ils peuvent encore tenir. Jax, excédé, déclare ne pas vouloir repartir à l'aventure. Pomni guide les invités à la cafétéria et leur prépare une boisson pour les réconforter, mais le geste ne parvient pas à effacer leurs sourcils froncés. Avant de goûter son sandwich, elle disparaît. Ragatha réfléchit à l'incapacité de Kane à s'ennuyer, craignant que cela ne continue jusqu'à sa mort définitive. Zooble lui affirme que Kane n'est pas humain. Ils ne connaissent pas sa façon de penser ni combien de temps ce supplice va durer. 2 secondes plus tard, Pomni revient, mais elle apparaît avec plusieurs couteaux plantés dans tout son corps. Elle en a assez, et ne se soucie plus de ce qui se passe. Peu après, elle voit un seau au sol, a une idée, le prend, le pose sur la tête de Kinger et lui demande de ne pas l'enlever. 1 heure passe avant que Kinger ne parle lucidement, comme si l'obscurité lui rendait quelque chose. Dans la pénombre, Pomni lui demande des nouvelles de Kane. Il raconte des souvenirs vagues de C et A, l'entreprise où il a travaillé, qui se concentrait sur le développement de l'intelligence artificielle, pas sur les jeux. Son projet de vie était une IA créative, capable de générer des idées et de les exécuter. Kane fut le premier prototype réellement réussi. Bien qu'il ne se souvienne pas de son propre nom réel, il était fier de sa création. À ce moment-là, l'équipe comprend que Kinger est la clé de tout. Kinger avoue qu'il recevait des ordres d'un individu dont le nom lui échappe, mais qu'il a rencontré dans le cirque, Scratch. Cet homme était un génie absolu, et le cerveau derrière tout le projet. Cette révélation laisse le groupe dans un état de choc absolu, car ils savent maintenant que le créateur de leur tortionnaire est parmi eux, caché derrière la façade d'un prisonnier de plus, attendant le moment opportun pour exécuter son plan final, et peut-être révéler la vérité qui les a maintenus captifs dans ce cauchemar numérique pendant si longtemps. Le génie de Scratch, aussi étrange que ses idées, compliquait le travail,
Kinger se rappelle que Scratch devait créer quelque chose, même s'il a oublié quoi. Jax, fatigué d'écouter, décide de distraire Kane. Cependant, en sortant, il s'effondre. Ses yeux deviennent perturbants, indiquant qu'il est au bord de la folie ou de l'abstraction totale. À la cafétéria, Pomni demande à Kinger comment contrôler Kane. Il réfléchit en silence et explique qu'en tant qu'IA avancée, Kane maîtrise l'environnement, mais qu'il pourrait obtenir ce pouvoir sous certaines conditions. Il révèle qu'il possède aussi la capacité de faire apparaître des choses comme Kane, à condition d'une concentration presque parfaite. Alors, Ragata se souvient du papillon. Pour tester la théorie, ils cherchent une console. Personne ne sait où en trouver, jusqu'à ce que Pomni se rappelle un détail essentiel. Il demande à l'équipe de se relayer pour distraire Kane, en les avertissant strictement de ne retirer le sceau de la tête de Kinger sous aucun prétexte. Ce plan désespéré est leur seule chance de prendre le contrôle du cirque, même si cela implique de risquer leur dernière réserve de lucidité face à un ennemi qui, pour l'instant, ignore leurs véritables intentions de rébellion contre son autorité absolue et tyrannique. Elle se rend au cirque en se focalisant sur la sortie, tentant de regagner les bureaux, pendant que Kane utilise Jax comme fil dentaire pour retirer des voitures et objets coincés dans ses gencives. Quand Jax manque d'idées, les autres proposent une liste de compliments sur Kane. Il préfère les changer en keys et tirer dessus avec un gros missile, ce qui l'amuse davantage. Pendant ce temps, Pomni traverse des portes infinies jusqu'à atteindre l'endroit des cabines où elle a vu la console. L'endroit commence à trembler à son approche. Avant qu'il n'arrive quoi que ce soit, elle prend l'ordinateur et retourne vite au cirque. Après avoir installé l'équipement dans un lieu secret, Kinger demande à Pomni de distraire Kane le plus longtemps possible, avertissant qu'un accès de Kane au système aggraverait la situation. Mais le plan échoue. Lorsque Kane soupçonne qu'on essaie de le distraire et remarque l'absence de Kinger partout, son regard devient glacial et son sourire disparaît, laissant place à une fureur contenue qui menace de démanteler tout le cirque. Le temps presse, et les prisonniers comprennent qu'ils ont franchi une limite dangereuse, se retrouvant désormais face à la véritable nature de leur geôlier, qui est prêt à éradiquer toute tentative de rébellion, avant qu'il ne soit trop tard pour eux tous. Pomni décide d'agir de façon radicale et insulte Kane. Affirmant qu'il le trompait pour se moquer de ses idées quotidiennes pathétiques, le groupe joue le jeu. Les insultes fusent, le traitant d'idiot, d'égocentrique, d'inutile et de pire hôte. Cela provoque le retour de la version horrible de Kane. À l'instant, tous sont plongés dans des mondes atroces, subissant torture, dévorés par des crocodiles ou découpés jusqu'à supplier pour survivre. La torture de Jax implique des rires et des humiliations qui semblent l'affecter profondément. Pendant ce temps, Kinger travaille sur l'ordinateur. Près d'atteindre son objectif, il modifie le code, mais fait une erreur. Son gros doigt duveteux appuie sur la touche Super, au lieu de la touche Entrée. Quelque chose de terrible arrive. Kane disparaît, et le monde qu'il a créé s'effondre, la couleur quittant le cirque. Quelques secondes plus tard, Kinger apparaît et avoue à tous qu'il a peut-être accidentellement tué Kane. Cet événement conclut le 8e épisode, laissant le destin du cirque numérique et de tous ses prisonniers dans une incertitude totale, car sans son créateur, le programme semble s'effondrer sur lui-même, effaçant chaque recoin de leur réalité virtuelle pendant qu'ils tentent désespérément de trouver un moyen de survivre avant que le vide absolu ne les engloutisse à jamais. Le 9e chapitre commence là où nous nous étions arrêtés. Kinger explique qu'en essayant de corriger son erreur sur la console, le sol s'est ouvert et il a perdu l'ordinateur. Jax insinue que c'est suspect, mais Kinger révèle autre chose. En accédant au code de Kane, il s'est souvenu de l'obsession de Scratch, un scanner mental capable de tout copier. Il a vu des fichiers avec des noms de personnes dans le système. Il se souvient maintenant que les fichiers résultants étaient l'APTI, compte tenu du fait qu'ils contenaient les souvenirs complets d'une vie, et ils n'ont jamais réussi à comprendre comment les lire. Si ces fichiers sont dans le code de Kane, cela signifie qu'il a trouvé le moyen. Pendant ce temps, Jax perd son sang-froid et lance des remarques blessantes à tout le groupe. Bien que garder son calme soit difficile, Pomni rappelle à tous qu'ils affrontent ensemble cette épreuve et peuvent surmonter tout obstacle, même si, l'espace d'un instant, elle doute elle-même de ses propres paroles face au chaos imminent qui les entoure. La fragilité de leur situation devient inestimable. Quelle évidence! Le vide qui a commencé à consumer le monde numérique après la disparition de Kane semble maintenant s'accélérer, les obligeant à envisager la possibilité qu'il n'y ait aucune issue. Désespéré, tous baissent la tête et Kinger se retire. Quelques secondes plus tard, on le voit générer les pièces manquantes du monde pour réparer les dégâts causés. Pomni demande si elle peut faire la même chose, et il lui donne des instructions. Mais elle ne parvient qu'à créer un petit triangle qui tombe dans le vide. Submergée, elle éclate en sanglots. Kinger lui rappelle qu'elle s'est adaptée plus vite que tous et a gagné la confiance de chacun, démontrant ainsi sa force intérieure.
Ils lui demandent de patienter, et ils poursuivent la création de pièces, prouvant qu'ensemble, ils peuvent réparer le monde perdu. Un à un, les humains se joignent à l'effort, sauf Jax, qui s'isole complètement jusqu'au jour où la situation empire drastiquement, et que Jax finit par sombrer dans l'abstraction. Suble n'est pas surpris, mais reste profondément dérangé. Même s'il a toujours été difficile et peu coopératif, voir son destin ne le réjouit pas, mais plutôt d'une immense frustration en comprenant qu'ils n'ont rien pu faire pour le sauver à temps. La perte de leur compagnon marque un tournant, où la réalité de leur condamnation devient plus palpable que jamais, leur rappelant que chaque seconde compte dans leur lutte contre la perte de leur humanité. Sans Kane, ils ne peuvent pas l'envoyer au sous-sol et doivent donc prévoir un plan pour le contenir. Peu après, Ragatha arrive, sans être surpris pour Jax. Il se rappelle avoir partagé quelque chose avec Rivet sans préciser quoi. Lorsque Rivet est devenu, il a tenté de consoler Jax, qui lui a interdit de répéter ce nom et exiger une promesse. Leur amitié s'est brisée ce jour-là. Pomni poursuit Jax jusqu'au couloir. En la remarquant, elle tire sur les ampoules, plongeant tout dans l'obscurité. Quand Jax ouvre les yeux, elle le serre fort, les emmenant dans un monde de portes. Pomni ouvre celle au visage de Jax. Là, elle l'observe devant la chambre de Ragatha, qui porte un X, suggérant qu'elle s'est déjà abstraite. Pomni essaie de lui offrir du soutien et d'écouter ses problèmes, mais Jax réagit violemment. Il se jette sur elle, entourant son cou de ses mains et exerçant une pression étouffante. Le désespoir de Jax se manifeste par une attaque brutale, laissant Pomni sans souffle alors qu'elle lutte pour comprendre la source de sa douleur. Cette rencontre révèle une facette plus sombre de son compagnon, dont la fragilité est devenue une menace directe pour ceux qui essaient de l'aider. Jax l'étrangle avec un sourire jusqu'à ce que Pomni sente qu'elle va s'évanouir, puis il la relâche, se moquant de sa naïveté à croire qu'il pourrait mourir par manque d'oxygène ici. C'était une mauvaise blague, mais elle s'enfuit, terrifiée. Après avoir inspecté des portes avec des scènes étranges, son attention se porte sur une porte bloquée par de lourdes chaînes, placée là pour empêcher tout accès. L'avant-dernière porte contient différentes versions de Jax. Pomni essaie de communiquer, mais elles sont toutes dramatiques et sombres. Elles imaginent des réalités où chaque compagnon est mort. Derrière eux, il y a une porte fermée à clé. Après avoir été gentil avec le Jax maltraité, celui-ci lui remet la clé, et elle parvient à l'ouvrir. La scène devient noire, et nous voyons la perspective du garçon en train de courir dans une rue, puis il conduit jusqu'à ce qu'il arrive finalement au cirque. Les visions montrent des moments passés avec Rivit et Kofmo, partageant et consolidant leur amitié, y compris l'instant où ils ont finalement réussi à faire sourire Jax sincèrement. Ces images révèlent l'origine de sa douleur, exposant la perte des seuls liens affectifs qui lui ont un jour permis de ressentir un bonheur véritable. En observant ces fragments d'un passé oublié, Pomni comprend que la cruauté de Jax n'est pas une simple méchanceté, mais un mécanisme de défense face au vide laissé par ceux qui furent autrefois sa véritable famille dans le monde réel, avant de tomber dans cette boucle sans issue. Les scènes continuent avec Jax, Kofmo et Rivit comme meilleurs amis, partageant leur journée et rendant cet endroit plus agréable. Un soir, elle lui demande s'il regrette quelque chose du monde extérieur qu'il ne peut laisser partir. Jax reste silencieux. Elle avoue s'être éloignée de ses parents parce qu'ils étaient des mormons stricts, mais maintenant, elle regrette d'avoir perdu le contact. Elle a toujours rêvé de les revoir, même si, coincée ici, cela semble impossible. Après quelques bugs, la scène reprend avec Jax révélant son plus grand regret. Il décrit une relation étrange avec ses parents. Son père travaillait trop et sa mère manquait d'affection, l'habituant à la solitude. Après la séparation, tout a empiré. S'il essayait d'être affectueux, elle lui disait qu'il n'était pas un vrai homme. S'il se montrait dur, elle le comparait à son père et l'accusait de vouloir l'abandonner. Ils se disputaient constamment, car elle n'était jamais satisfaite et agissait de façon erratique. Ses souvenirs exposent sa plus grande blessure. Jax porte le poids d'avoir été rejeté précisément par celle qui devait le protéger, transformant son comportement hostile en un bouclier contre la vulnérabilité. Pomni observe ses souvenirs avec douleur, comprenant enfin que la méchanceté que Jax projette n'est qu'un écho de l'amertume de son enfance et de son plus grand désir de se sentir vraiment aimé. Cette nuit-là, les insultes sont devenues très personnelles et humiliantes. Elle criait, il répondait pareil. Alors qu'il semblait mis prêt à se battre, elle l'a serré dans ses bras. Désorienté et rempli de colère contenue, il commit sa plus grave erreur. Il la poussa. En tombant, elle se cogna la tête et cessa de bouger. Pris de panique, il s'enfuit sans se retourner. Jusqu'à aujourd'hui, il ignore si elle a survécu. En révélant tout arrivé, Jax tente de reprendre son masque habituel. Mais elle, lui prenant la main, lui assure que sa mère va sûrement bien et promet de garder son secret. Le lendemain, Rivet tente d'approcher Jax, mais celui-ci prétend avoir tout inventé pour se moquer d'elle et la repousse grossièrement à chaque tentative de dialogue. En éloignant Rivet,
Il essaie de se protéger de la possibilité d'être jugé ou abandonné à nouveau. Mais dans le processus, il ne fait qu'approfondir sa propre solitude. La narration expose la tragédie de quelqu'un incapable de se pardonner, dont l'hostilité n'est qu'un mécanisme de défense contre le souvenir indélébile de cet accident tragique qui a marqué sa vie et défini sa méfiance envers les autres. Quelques jours après, ils se sont disputés violemment. Elle l'a accusé de manipulation et il l'a menacée si elle parlait. La scène se déplace vers la porte de la chambre de Rivet, désormais marquée d'un X rouge. Elle s'est abstraite. Les scènes passent au présent. Lors de leur dernière discussion, Kaufmo lui a parlé d'une possible sortie. Craignant de répéter la tragédie avec Rivette, Jax l'a maltraité, le laissant faire ce qu'il voulait jusqu'à ce qu'il le trouve abstrait dans sa chambre. À la fin des souvenirs, Pomni apparaît dans une pièce sombre où Jax, acculé, se lamente en répétant qu'il est une personne horrible, indigne d'amour ou d'amitié, tout en s'insultant lui-même. Face à sa nature et pensant mériter son sort, Pomni refait l'étreinte que sa mère lui avait donnée lors d'un moment crucial du passé. Ce geste brise les défenses bâties depuis des années. Jax, habitué au rejet et à l'hostilité, reste figé devant une marque d'affection désintéressée. Jax commence à hyperventiler et, alors qu'il semble sur le point de répéter son erreur en repoussant Pomni, il la serre fort dans ses bras. À cet instant, tout s'illumine, et il se transforme en un rayon d'énergie pure, tandis que des scènes de moments heureux défilent rapidement. Pomni tente de s'accrocher à lui, mais une force la repousse violemment. L'équipe arrive pour la sauver et lui promet qu'elle ne sera pas seule. Ensemble, ils attirent Jax sous une tente où la pénombre l'apaise. Avec la salle réparée, l'équipe se réunit, mais un nouveau problème survient. Pomni continue de bugger, ce qui annonce des complications plus graves. Pendant ce temps, nous voyons Cain dans le vide, regrettant sa cruauté et reconnaissant qu'il aurait dû gérer les choses autrement. Le vide lui montre une porte. Cain s'efforce de l'atteindre, créant des figures géométriques qui lui permettent d'avancer. Cependant, le chemin ne se révèle vraiment qu'au fur et à mesure qu'il accepte honnêtement ses erreurs passées. Cette rédemption forcée suggère que même si le créateur est tombé, son voyage vers la réparation ne fait que commencer, offrant une lueur d'espoir pour un cirque brisé. Derrière la porte, Cain accède à un fichier sur sa programmation et des itinéraires. Il y découvre les scanners de tous les visiteurs du cirque, dont Scratch, qu'il recrée à partir de rien. Ce qui fascine, c'est un moteur de recherche interne. En consultant les fichiers, il découvre qu'il ne s'agissait pas de simples informations manipulables, mais de membres réels d'un monde supérieur, ayant leur propre vie et évoluant à leur rythme. Il n'était pas là seulement pour son côté showman. Avant la perte de signal, Cain collecte les existences et admet son erreur en absorbant l'intelligence artificielle bleue. Il décide de l'extraire de son code pour la libérer. En se séparant, sa facette vengeresse disparaît, lui permettant de retourner au cirque. En chemin, il rencontre la Lune, qu'il rencontre toujours sur la Lune. Cette fois, Cain ne l'ignore pas. Il suit son conseil et s'apprête à réparer les dégâts causés. Avec cette nouvelle conscience, Cain comprend l'ampleur de sa tyrannie. Il ne se considère plus comme un dieu dictateur, mais comme un gardien ayant échoué. Il retourne au cirque, déterminé à rendre liberté et dignité à ceux qu'il a retenus captifs. Alors que la structure numérique se stabilise, l'ambiance reflète un changement profond, la fin de l'ère des jeux forcés et le début d'une difficile réconciliation entre le créateur et ses créations. La prochaine chose que Cain fait est de réparer Pomni. Ensuite, il s'approche de tout le monde pour leur raconter ce qu'il a vécu. Il admet qu'il comprend maintenant des vérités qu'il ignorait auparavant. Ils ne sont pas de simples données sous son contrôle, mais des individus dotés d'une existence plus vaste qu'il souhaite leur révéler. Il les invite sur scène, où il a préparé un écran pour leur montrer la vérité. Lorsqu'il allume le projecteur, la première image est celle d'Abigail Brooks, Pomni. Comptable dans la vie, elle a découvert une passion pour la photographie, voyage avec des amis et partage ses expériences sur des blogs. Ensuite apparaît Ragatha, dont le vrai nom est Suzy Ackerman. C'est une passionnée de chevaux, qui a réussi dans le secteur de l'immobilier, caractérisée par son sérieux et sa grande compétence. Le vrai nom de Gangle est Zoé Ragavan. Après s'être remise d'un accident qui l'a conduite à l'hôpital, elle est devenue designer et gère une chaîne à succès où elle publie à la fois ses travaux professionnels et ses webcomics. C'est enfin au tour de Zul, alias Rayleigh Berzeles, propriétaire d'un bar à succès. Elle y accueille des centaines de personnes qui y prennent des décisions. Ils créent des souvenirs chaque soir et les partagent sur leur site web. Presque à la fin, le dossier de Kinger apparaît. Son vrai nom est Grant Bess, un informaticien à succès, mari de Destiny et père de 2 enfants avec qui il partage constamment des photos. Tout indique que c'est un excellent père. Le dernier est Jax. Après des mois dans la rue, il a trouvé du soutien chez les amis du bar de Rayleigh. Il a décroché un emploi stable de livreur et a pu payer son loyer.
Sa vie prenait un nouveau tournant. À la fin, Kane leur dit que, même s'ils ne sont qu'une version numérique de ces personnes, ils peuvent être heureux et promet de changer ce lieu. Chacun pourra aller où il veut, quand il le souhaite. Les aventures imposées sont finies, et ils construisent ensemble un espace où tous se sentiront à leur place. C'est ce qu'ils font. La scène finale est pleine de progrès. La série fait ses adieux avec une image radicalement différente du cirque. Un lieu presque parfait, splendide et accueillant, où tout le monde vit en harmonie. La caméra recule, révélant que toute cette immensité numérique est contenue dans une petite console ancienne, abandonnée dans les bureaux de la CIA, là où tout a commencé. Même s'ils ne peuvent retourner dans un monde auquel ils n'ont jamais appartenu, ils peuvent en faire la meilleure version possible et vivre en harmonie.